Mon professeur de psychologie en deuxième année nous a appris une leçon fondamentale en termes de stratégie. On apprend à réussir auprès de ceux qui ont réussi et on apprend à échouer auprès de ceux qui ont échoué. Malheureusement, j'ai le sentiment que nos dirigeants ignorent cette leçon-là. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde les mesures qui sont mises en œuvre pour lutter contre la pandémie du coronavirus, il y a beaucoup de questions que l'on pourrait se poser. Est-ce que ces mesures sont adaptées au continent africain? Est-ce que ces mesures-là sont efficaces? Est-ce qu'elles sont juste une copie pâle des mesures que l'on voit en Occident? Et s'il faut regarder les mesures que l'Occident a mises sur pied, est-ce qu'elles sont vraiment de bonnes mesures? Quand on voit qu'un pays comme l'Italie perd plus de 1000 personnes par jour, que des pays comme la France ou l'Angleterre peuvent perdre parfois plus de 500 personnes par jour, ces chiffres sont alarmants et catastrophiques. Dans cette vidéo, je me propose d'avoir une analyse différente. Je me propose de regarder ce qu'un pays qui est parvenu à confiner le coronavirus a fait. Quelles méthodes ils ont mis en œuvre et comment est-ce qu'on pourrait s'en inspirer. Dans cette vidéo, je te partagerai donc des mesures qui, d'après moi, peuvent être réellement efficaces. Je t'invite à suivre donc toute la vidéo pour comprendre la logique et si tu es d'accord avec ces mesures-là, à la partager massivement parce qu'elles peuvent réellement sauver des vies. À ton niveau personnel, si tu es sur le continent africain, les mesures que je vais partager ici, clairement, vont t'interpeller. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Noirs doivent s'appuyer pour faire développer leur continent. Et si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos business quotidiennes. Elles vont te donner du bon contenu pour t'aider à te lancer dans les affaires parce qu'Investir au pays est la première chaîne business dédiée au continent africain. Tu auras donc ici les meilleurs conseils et du contenu exclusif. Et puis la deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose d'aborder avec toi un thème assez sérieux, celui des mesures que l'on pourrait prendre très rapidement pour pouvoir combattre efficacement le coronavirus. Je me propose pour cela d'étudier le cas de la Corée du Sud qui a des résultats exceptionnels par rapport au coronavirus. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir des chiffres aussi performants et comment est-ce que cela pourrait nous inspirer? Est-ce que l'Afrique a des choses qu'elle peut apprendre de la Corée du Sud? Et puis bien évidemment, comme je te l'ai dit, je te proposerai des mesures concrètes que tu dois toi aussi à ton niveau observer, analyser, si elles te parlent, les appliquer. L'épidémie du coronavirus a démarré en Chine et quelques temps après, elle a débarqué en Corée du Sud, donc bien avant d'arriver en Europe. Et pourtant, quand on regarde les chiffres aujourd'hui, on se rend compte que la Corée du Sud est parvenue à casser très rapidement la courbe de mortalité du coronavirus dans son territoire. Pendant qu'aujourd'hui en Europe, on déplore parfois plus de 1000 personnes décédées uniquement en Italie par exemple. Les États-Unis aujourd'hui connaissent aussi la crise de plein fouet. Qu'a donc fait la Corée du Sud pour avoir moins de 200 morts au moment où cette vidéo est tournée avec plus de 10 000 cas dépistés? Moins de 200 morts quand en Europe, on a plus de 500 morts, 1000 morts dans certains pays. La première chose que l'on peut constater, c'est que la Corée du Sud, c'est un pays qui a appris de son passé. Oui, parce que c'est la troisième fois que le coronavirus débarque en Corée du Sud. Les deux premières fois ont suffi aux Coréens pour qu'ils apprennent leurs leçons. La première fois, c'était en 2003 et c'était le STRAS. Et puis la deuxième fois, c'était un peu plus récent, en mai 2015, avec le MERS qui était beaucoup plus mortel, avec 36 morts pour 185 cas seulement. 36 morts. Cet épisode-là a traumatisé le pays. Et donc, les Coréens sont ressortis de là avec l'idéologie de se dire plus jamais ça. Ce qui nous emmène donc à la deuxième chose que les Coréens ont fait, c'est qu'ils ont mis en œuvre de l'anticipation et de l'autonomie. Anticipation parce que dès les premiers cas qui ont été détectés à Daegu dans le pays, les Coréens ont mis en œuvre leur machine de guerre. Première chose, ils ont décidé de mettre sur pied leur propre kit de test sur le coronavirus et ils ont décidé de ne pas prendre le kit des Chinois. Autonomie. Ils font confiance à leur propre système. Donc, ce qui a entraîné que les médecins, les pharmaciens, les chercheurs ont travaillé d'arrache-pied pendant les semaines qui ont suivi pour pouvoir trouver un protocole de test, ce qui leur a pris 3 semaines. En 3 semaines, ils ont pondu un kit de test sud-coréen.
Deuxième chose, en parallèle de ça, le gouvernement a commencé à travailler pour pouvoir valider le protocole de ce test-là. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, pour pouvoir valider un protocole de test, on a besoin d'1 an environ. Là, pour le coronavirus, ils ont fait ce travail-là en, tiens-toi tranquille, 1 semaine. En 1 semaine, le protocole de test était validé. Conséquence, ils ont déclenché l'arsenal de tests dans le pays. Ils ont testé et ils continuent de tester massivement. On a parlé de 10 000 personnes qui étaient atteintes, mais ils ont aujourd'hui testé plus de 20 000 personnes dans le pays, quand des pays comme la France ne testent pas tout le monde. En Corée, le test est gratuit et quasi systématique. Dès qu'il y a un doute, on te teste. Même dans ta voiture, on te teste. Et bien évidemment, si le résultat est positif, on te traite tout de suite. Et bien évidemment, ils n'attendent pas la chloroquine ou quelque autre traitement venu de l'étranger. Ils appliquent leur propre traitement en interne. L'élément qui est aussi surprenant et que je constate dans beaucoup de pays asiatiques, c'est qu'ils font usage du masque systématiquement. Parce qu'ils ont, eux, une définition du masque qui est très différente. En Occident et même en Afrique, on n'a pas l'habitude des masques. Or, les Asiatiques ont très souvent l'habitude du masque. Parce que pour un Sud-Coréen, porter un masque est un signe de respect. Un signe de respect pour les autres, parce que ça signifie que si je suis malade, je ne veux pas te transmettre la maladie. Attention, ça ne date pas de l'épidémie. Ils vivent comme ça. Les Asiatiques, et notamment les Sud-Coréens, ont souvent des masques. Et donc, clairement, pendant cette période-là, tout le monde a un masque dans la rue. Mais je me suis rendu compte que, pas que, quand tu regardes même des villes et des pays comme Hong Kong, tu te rends compte que même à Hong Kong, les gens portent systématiquement des masques. Et les pays dans lesquels les gens portent systématiquement les masques, comme par hasard, sont des pays dans lesquels il y a le moins de contamination, le moins de mortalité aussi. Ce qui pourrait laisser penser que le masque est peut-être la mesure barrière la plus efficace. Le troisième élément que l'on voit dans la méthode coréenne, c'est qu'ils ont rajouté de la technologie. Oui, parce qu'en Corée aujourd'hui, ils ont mis en œuvre une méthode de traçage unique au monde et qui est pourtant simple en réalité. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils détectent quelqu'un qui est malade, ils envoient un message à la population en disant tel jour à telle heure, un malade s'est déplacé à tel endroit, tel endroit, tel endroit. À telle heure, il était au magasin, à telle heure, il était au restaurant, à telle heure, il était au supermarché. Si vous étiez dans cet environnement-là, venez vous faire tester. Et les populations viennent se faire tester. Et voilà comment est-ce que progressivement, ils peuvent remonter jusqu'à très loin toutes les chaînes possibles de maladies. La conséquence de tout ceci, c'est que la Corée du Sud n'a pas confiné tout son pays. Les gens continuent de vivre et de travailler quasi normalement. Certains endroits, là où il y a eu des pics de l'épidémie, ont été effectivement, eux, confinés, mais pas besoin de bloquer tout le pays pour ça. Maintenant donc, observons l'Afrique et regardons quelles sont les similitudes qu'on peut avoir avec la Corée du Sud. Au premier point, le passé. Oui, on a aussi, nous, un passé avec des épidémies. Tout comme la Corée du Sud qui a connu 2 vagues de SRAS, en Afrique, très récemment, par exemple, on a connu des épidémies type Ebola, type rougeole ou même la peste. Donc, clairement, le continent africain, c'est aussi un continent qui a de l'expérience en ce qui concerne le traitement, la gestion des épidémies. Passons au deuxième point maintenant, l'anticipation et l'autonomie. Malheureusement, à ce niveau-là, on est très différent de la Corée du Sud. Parce que pour ce qui est de l'anticipation, là-dessus, nos dirigeants, je pense, n'ont pas été assez alertes, n'ont pas été assez réactifs. La maladie a commencé en Asie, ensuite elle est arrivée en Europe et elle a eu le temps d'arriver en Afrique. Si les dirigeants africains avaient fermé leurs frontières il y a de cela 1 mois et demi, quand les premiers cas ont commencé à arriver en Europe, il n'y aurait pas eu en Afrique d'épidémie aujourd'hui du coronavirus. Il suffisait de fermer nos frontières à ce moment-là et le jeu était terminé. Malheureusement, nos pays ont attendu que ce soit l'Europe elle-même qui décide de fermer ses frontières pour qu'en réaction, les pays africains disent « on va fermer nos frontières aussi, on va fermer aussi, on va fermer aussi ». Dommage. Pour ce qui est de la partie autonomie, là encore malheureusement, on est très loin d'être autonome. Quand les Sud-Coréens font tout chez eux en interne, nous, clairement, on attend tout de l'étranger. On attend les kits de l'étranger, on attend le gel parfois même de l'étranger, on attend les masques de l'étranger. Bref, quasiment rien n'est fait sur place. Alors que ces éléments-là, en réalité, on pourrait les mettre en œuvre. Mais dans tous les cas, dans la deuxième partie, je te proposerai des recommandations très claires dans lesquelles je pense que l'on pourrait agir tout de suite, très rapidement, sur le virus. D'ailleurs, aujourd'hui, tu verras que dans les réseaux, on a beaucoup de messages comme ça qui circulent dans lesquels on propose des potions magiques qui vont permettre de guérir du coronavirus avec du gingembre, du citron et autres types d'éléments. Je te dirai ce que je pense de ça, bien évidemment, tout à l'heure dans la vidéo. Mais ce type de recette-là circule et bien évidemment, certaines personnes y croient et les appliquent. Sont-elles efficaces? Y a-t-il une recherche scientifique derrière? Malheureusement, non. Je ne te parlerai bien évidemment pas de la technologie parce qu'à ce niveau-là,
on n'en a clairement pas mis en œuvre. Et pourtant, comme on peut le voir avec le cas de la Corée, c'est quelque chose qui est possible, puisqu'il suffit juste de prendre la puce des personnes qui sont malades pour que les opérateurs de téléphonie puissent nous donner leur parcours. Ça, c'est possible. Mais ça aussi, ça n'a pas été pensé, ça n'a pas été mis en œuvre. Mais on aurait pu s'en inspirer. Donc, on passe maintenant à la deuxième partie dans laquelle on va voir ce que l'on peut faire. Mais le mot d'ordre, clairement, c'est de dire que d'après moi, pour réussir, il faut qu'on arrête de copier. Qu'on arrête de copier l'Occident bêtement. Déjà, en arrêtant de vouloir penser au confinement total. Quand on sait qu'aujourd'hui, dans nos pays en Afrique, les gens ont du mal à pouvoir gagner leur pain quotidien, confiner toute la population peut avoir des conséquences peut-être même encore plus catastrophiques que le corona. Quand on sait que des gens vivent dans des conditions d'insalubrité juste impensables, confiner les gens qui vivent dans des endroits dans lesquels des rigoles, des marécages, des dépotoirs sont juste face à leur maison, les confiner là-dedans pendant des semaines, c'est juste peut-être les envoyer à la mort directement. Alors oui, bien évidemment, ça pourrait être pensé d'une certaine manière, mais tel que c'est fait aujourd'hui, si on veut confiner les gens, alors il faudrait que l'État prenne sur lui, comme ça a pu être le cas ailleurs, de pouvoir nourrir toute la population. Mais est-ce que nos États sont prêts à faire ça? Est-ce que nos États aujourd'hui sont prêts à dire aux gens, restez chez vous et l'État va venir vous apporter la nourriture dont vous avez besoin pour que vous n'ayez pas à sortir? Quand on sait que les gens n'ont pas d'eau potable chez eux et qu'ils doivent se déplacer parfois 1 kilomètre pour aller chercher de l'eau potable à boire, si tu les confines à la maison, qu'est-ce qu'ils vont boire? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Avec quelle électricité ils vont pouvoir vivre? Quand une fois sur deux, dans plusieurs pays, on a des délestages. En revanche, si on analyse froidement la situation, on peut se rendre compte que l'Afrique a quand même un atout majeur, l'âge de sa population. Aujourd'hui, les chiffres sont formels. Les personnes qui sont les plus à risque par rapport au coronavirus sont les personnes qui ont plus de 65-70 ans et des personnes qui ont une santé fragile. Ces personnes-là, on peut les identifier dans nos pays. On peut savoir effectivement qui a plus de 65 ans, 70 ans, et les chiffres sont très clairs là-dessus. Tiens-toi tranquille. En Europe, par exemple, la population qui a plus de 65 ans représente 20,8% des populations en général. En Afrique, on est à 2,8%. Donc, 10 fois moins de personnes de cet âge-là dans nos populations. Donc, on a clairement une possibilité de pouvoir les identifier et les traiter particulièrement. On pourrait, par exemple, bloquer des stades, bloquer des enceintes et mettre dans ces enceintes-là ces personnes âgées, après les avoir testées et avoir validé qu'ils sont en bonne santé, les garder là-dedans pour éviter qu'ils soient en contact avec le reste de la population. Eux, les mettre un peu dans une sorte de quarantaine dans laquelle on les surveille. Ce qui permettrait bien évidemment que les personnes les plus à risque ne soient plus exposées. Ça peut permettre clairement de diminuer grandement le nombre de morts à l'issue de la crise. La deuxième mesure qu'on pourrait utiliser, c'est tester systématiquement toutes les personnes de la diaspora qui sont en Afrique. Celles qui sont venues au dernier moment. On a vu ça par exemple ici en France. Quand le président Macron a dit que le couvre-feu commençait le lendemain à midi, je crois que c'était le mardi à midi, on a vu des vidéos qui nous montraient que les Africains se sont rués en masse dans les aéroports pour rentrer dans leur pays pour ne pas subir le confinement ici en Europe. Est-ce que c'était la bonne décision? Chacun pourra l'analyser. Mais malheureusement, beaucoup de ces personnes-là étaient des porteurs sains de la maladie. Ils ne le savaient peut-être pas et ils ont ramené la maladie sur le continent. Donc clairement, la responsabilité du gouvernement aussi est de pouvoir les confiner. Pour cela, bien évidemment, il faut pouvoir trouver des conditions décentes pour pouvoir les confiner. Mais même si le gouvernement n'a pas les conditions décentes pour les confiner, il faut que ces personnes elles-mêmes prennent conscience du fait qu'elles représentent un danger pour leur propre famille. Ceux qui vont voir leurs parents qui ont plus de 65 ans et qui sont porteurs de la maladie peuvent venir avec une maladie qui va décimer leur famille. Donc, à la limite, qu'ils se responsabilisent et qu'eux-mêmes se mettent en quarantaine. On a ici en France des personnes qui, parce qu'ils sont soignants, parce qu'ils travaillent dans des hôpitaux, se sont confinés dans leur propre maison. Quand ils rentrent, ils vivent dans une chambre dans laquelle personne d'autre n'a accès. Ils ont des rapports très limités avec les personnes de la maison parce qu'ils ont conscience qu'ils peuvent entraîner un dégât dans leur famille involontairement. Et donc, ce niveau de responsabilité-là, les gens de la diaspora et les étrangers qui sont dans nos pays doivent pouvoir le comprendre. Troisième mesure qui découle bien évidemment des deux premières, c'est isoler les personnes à risque. Les personnes qui ont des maladies type le diabète, l'hypertension, toutes ces maladies à risque qui sont déjà connues devraient elles aussi être isolées. On peut pour cela mobiliser des hôtels, mobiliser une fois de plus des établissements qui sont vides ou même de nouvelles constructions qui ont été faites dans nos pays. Il y en a plein et qui ne sont pas encore habités pour pouvoir mettre ces personnes-là là-dedans. La mesure suivante consiste à fabriquer, quand c'est possible, sinon acheter des masques pour tout le monde. Pas uniquement pour les médecins, mais pour tout le monde.
Pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure, le masque est peut-être la meilleure mesure barrière. Parce que quand tu as un masque sur toi, justement, puisque le canal principal par lequel on contamine, c'est par les gouttelettes qui sortent de la bouche, eh bien c'est bloqué. Et en plus, tu ne peux pas, quand tu as un masque, de manière évidente, ramener ta main au visage. Parce que je le rappelle, quand quelqu'un est en contact avec le coronavirus et qu'il le prend sur ses mains, il n'est pas encore malade. S'il rentre à la maison et qu'il se lave bien les mains, qu'il lave ses vêtements, il n'y a aucun risque. Le problème, c'est que quand ces personnes-là, justement, sont en contact avec le virus, bien souvent, on a pour une raison ou pour une autre la main qui vient sur le visage. On veut se gratter, on veut faire quelque chose, ainsi de suite. Mais si tu as un masque devant la bouche, eh bien, ça limite aussi tes actions sur ton visage. Donc, pour moi, clairement, le masque est la solution à pouvoir répondre vulgairement. Donc, si vous avez la possibilité, achetez des masques pour votre famille. Si vous avez la possibilité, achetez des masques pour vous-même. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je tiens à préciser qu'on a créé une cagnotte qui est disponible dans la barre de description pour pouvoir collecter des sous avec pour but de pouvoir participer à des initiatives sur le continent pour faire que les choses bougent et avancent là-bas. Donc, si tu te sens la volonté de participer à ce grand combat-là, je t'invite simplement à aller dans la barre de description et donc à ce moment-là, à contribuer généreusement selon ce que tu peux pour faire avancer les choses, pour qu'on ne soit pas juste en train de parler, mais aussi d'agir concrètement pour que les choses changent en Afrique. Alors, comme tu le verras, tout est très transparent, hein. Tous les dons, tout est très transparent et l'usage de l'argent le sera aussi. L'avant-dernière solution que je propose simplement consiste à renforcer notre système immunitaire. Et pour ça, il faut que l'on puisse non pas simplement disperser dans les groupes WhatsApp quelques recettes prises à gauche à droite, il faut que les scientifiques de nos pays s'asseyent et qu'ils nous disent quels éléments on dispose dans le pays qui sont facilement accessibles et que l'on pourrait prendre en potion pour pouvoir fortifier la population. Il faudrait que ça vienne du gouvernement et pas que 2-3 petits gourous dans les groupes décident d'envoyer des potions comme ça et que les gens commencent à les boire alors qu'elles n'ont peut-être même aucune efficacité et que dans certains cas même elles peuvent être contre-indiquées. Donc clairement, que les gouvernements aussi prennent sur eux de pouvoir dire aux populations dans ce moment-ci, voilà comment vous devez vivre, voilà comment vous devez manger, voilà comment vous devez boire, voilà ce que vous devez prendre, voilà où est-ce que vous pouvez trouver ces produits-là et ainsi donc permettre à la population de prendre les dispositions qu'il faut pour renforcer son immunité. Et puis la dernière recommandation, c'est simplement de pouvoir écouter davantage nos scientifiques en Afrique. On a des personnes qui font un travail exceptionnel à cause des faibles moyens dont ils disposent. Avec les faibles moyens qu'ils ont, ils parviennent à apporter des résultats tellement impressionnants, mais ils sont banalisés, clairement banalisés. Prenons par exemple le cas du béninois Valentin Agon, et avec son fameux produit, la pyrévine, qui aujourd'hui est utilisé au Burkina Faso et qui a eu des résultats intéressants sur le coronavirus. Combien de pays utilisent la pyrévine en Afrique? Et pourtant, c'est un produit dont l'efficacité a été démontrée. On a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont pris ces produits-là et qui se sont vus clairement recouvrer la santé. Le gouvernement burkinabé lui-même l'affirme et donc utilise la pyrévine. Mais dans son propre pays, au Bénin, dans les autres pays en Afrique, niet. Et pourtant, on a là déjà peut-être une solution. Les autres ont trouvé la chloroquine, nous, c'est peut-être la pyrévine. Qu'est-ce qui empêche que l'on vulgarise ce produit, puisqu'il n'est pas dangereux en réalité, et que les personnes qui sont malades aujourd'hui l'utilisent massivement? Il coûte 2500 francs. C'est-à-dire, on parle là d'un produit qui coûte à peine 3,50 €. Le problème, il est beaucoup plus profond en réalité. C'est qu'on ne croit pas en nous. L'homme noir a du mal à croire au potentiel de l'homme noir. Et dans la vidéo de demain, je la consacrerai à cette thématique pour que l'on comprenne pourquoi est-ce que on a ce blocage-là. Pourquoi est-ce qu'il y a ce manque de confiance-là qui fait qu'on a tendance à penser que tout ce qui est bien vient de l'Occident? Pourquoi est-ce qu'on a tendance à penser que le Messie, le Sauveur, viendra de l'étranger et pas à l'intérieur du pays? Tu as bien vu que la Corée du Sud a procédé totalement différemment. Elle a fait confiance à son système et elle a mis tous les moyens en œuvre en interne. En Afrique, non. On attend que le Messie vienne de l'étranger. Au lieu d'appliquer ce type de mesures-là, qui sont plutôt basiques, nos dirigeants aujourd'hui, ils sont en réunion avec le président Macron. J'ai par exemple appris que Macron a tenu une réunion avec 10 dirigeants africains. Je vais citer les pays pour que les uns et les autres sachent bien qui a participé à cette réunion avec Macron. Parce qu'au sorti de là, il a été dit que très rapidement, des mesures vont être prises conjointement entre la France et les pays africains. Ce qui est très bizarre, hein? On a des niveaux totalement différents de la maladie. Et les méthodes que la France a utilisées jusqu'à présent n'ont pas démontré leurs preuves pour que l'on veuille se précipiter pour pouvoir les prendre aussi. Donc étaient présents le Mali, l'Éthiopie, le Rwanda, très surprenant, le Sénégal, la RDC, l'Égypte, le Kenya, le Zimbabwe, ainsi que Moussa Faki, qui est le président de la Commission de l'Union africaine. Tous étaient à table avec le président Macron pour recevoir des instructions sur comment on va traiter la crise. Ce sont des situations qui me font vraiment profondément mal.
qu'est-ce qu'ils attendent de la France? Pourquoi est-ce qu'il faudrait, et ça c'est très systématique de nos dirigeants, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'ils se réunissent quand la France le leur demande? Qu'est-ce qui empêche aux présidents africains de constater qu'ils ont un problème commun, le coronavirus, et qu'ils décident de s'appeler entre eux, de faire des réunions entre eux pour pouvoir en débattre? Pourquoi faudrait-il que ça vienne de la France? Je suis très surpris que des gens comme Kagame aient participé à cette réunion, d'autant plus qu'il le critique lui-même très souvent. Kagame lui-même a été le premier à dire, par rapport au G5 Sahel, qu'il était inadmissible que des présidents de l'Afrique francophone décident d'aller se réunir à Paris pour traiter des problèmes du Sahel. Tant que Macron ne les a pas appelés, ils ne sont pas conscients qu'ils ont le même ennemi dans le Sahel avec Boko Haram et qu'il faut qu'ils s'associent, qu'ils mettent en commun leurs forces. Pourquoi ça doit venir de Paris? Et aujourd'hui, je ne comprends pas qu'il soit lui-même dans ce type de réunion. Bon, après, attendons les suites, ne soyons peut-être pas rapides à conclure. Donnons-lui une chance. Mais clairement, c'est très surprenant, ce type d'attitude-là, qui fait que des Africains ont un problème en commun sur le continent. Ils ne se réunissent pas ensemble pour le régler. Ils attendent un appel de l'étranger pour venir décrocher et tous se mettre autour de la table en visioconférence. Je terminerai en te parlant du Japon. Tu te souviens du Japon avec l'épisode des 2 bombes qui ont été balancées sur le Japon à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Les seules bombes nucléaires qui ont été mises sur l'humanité par les États-Unis. Ce fameux pays. Les États-Unis ont bombardé Hiroshima avec 2 bombes. Hiroshima, je crois que c'est Nagasaki aussi. Et clairement, les études ont démontré aujourd'hui qu'il n'était pas nécessaire pour les États-Unis de bombarder en réalité le Japon. Le Japon avait déjà perdu la guerre. Il n'était vraiment pas nécessaire de les bombarder. Et pourtant, les États-Unis ont bombardé le Japon de 2 bombes qui ont traumatisé à jamais le Japon. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, malheureusement, on a des enfants qui naissent malades de ce traumatisme-là. Mais qu'est-ce que le Japon a fait en réaction? Le Japon s'est armé de l'arme nucléaire. Je veux juste que tu comprennes la logique. Ils ont été frappés par l'arme nucléaire, ils se sont dit, plus jamais ça. Ils se sont armés eux-mêmes de l'arme nucléaire. Et depuis ce jour-là, tu penses que les États-Unis peuvent encore venir bombarder le Japon avec l'arme nucléaire? Tu penses que quelqu'un peut encore venir refaire ça au Japon avec une arme nucléaire? Non, le Japon est armé. On peut dire ce qu'on veut, mais désormais ils sont prêts. Et clairement, je souhaiterais que l'Afrique apprenne de son passé, apprenne de ses erreurs, pour que pour les futures générations, ce type d'événements, quand ils arrivent, on réagisse comme la Corée du Sud et que l'on soit prêt. Merci à toi d'avoir écouté la vidéo et puis je t'invite à la partager massivement pour qu'elle ait de l'impact. À très bientôt.